Bonjour, je m'appelle Michel Ruiz, je suis votre professeur de marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de e-commerce et nous allons parler des notions de boutique en ligne, donc la vente en ligne, de quoi on parle exactement et quels sont les fondamentaux. Donc on parlera du poids du e-commerce en France qui est très très élevé, vous le verrez. Et enfin, nous aborderons les fondamentaux d'une boutique en ligne. Bien, le e-commerce. Les boutiques en ligne, qu'est-ce que c'est qu'exactement la vente en ligne? Eh bien, c'est du commerce électronique. C'est tout simplement la nouvelle vente par correspondance. Donc, vous avez tous entendu parler de vente par correspondance et puis vous l'avez eu toujours à un moment à côté de vous. Là, on vous a mis quelques exemples. Première vente par correspondance, les rois de la VPC en France, c'était la Redoute, les Trois Suisses. À partir de 1982, on a une première révolution technique en France, c'est le Minitel. Alors le Minitel, il est connu parce qu'on va pouvoir faire des recherches téléphoniques, etc. Mais on va pouvoir passer les premières commandes de produits avec un réseau qui ressemble à un pauvre Internet, vraiment très très simple, mais qui fonctionne. Ça ne remet pas en cause complètement les grands acteurs de la vente par correspondance qui réalisent malgré tout la majorité, donc l'essentiel de leur vente par catalogue. Puis à partir de 1990 va apparaître l'Internet. Donc l'Internet, mais avec un débit qui va être relativement limité. Vous voyez, en 1990, on est sur des modems à 56K et on ne va pas pouvoir vraiment démocratiser une vente en ligne et vendre un produit tout simplement parce que le temps d'affichage de l'image du produit va être beaucoup trop long. Et c'est à partir de 1999, à partir de l'arrivée de l'ADSL et du haut débit, qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies de vente en ligne et que la vente en ligne, que le e-commerce va complètement exploser en France et dans le monde. Donc certains acteurs ont attendu, des grands acteurs bien connus pensaient que le modèle n'était pas bon. Je prends l'exemple de venteprivée.com qui existait avant l'arrivée de la DSL et en fait ça fonctionnait pas bien parce que le temps d'affichage des images était trop long. Ils ont fait le pari, ils ont tout misé en se disant mais avec le haut débit on va franchir le pas et finalement c'est le haut débit qui leur a permis de transformer et de développer l'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le poids du e-commerce en France. Le poids du e-commerce il est très très important. On compte en 2015, les dernières statistiques, ce sont les chiffres de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération des enseignes de vente à distance. Donc vous pouvez aller sur Internet, vous aurez le livre blanc, vous aurez ces fameux chiffres. Eh bien, c'est 164 000 sites marchands actifs. Lorsque je parle de sites marchands actifs, c'est des sites qui génèrent réellement des transactions, des sites qui ont une vraie visibilité. C'est 6 Français sur 10 qui ont Internet et qui ont déjà réalisé un achat en ligne. C'est énorme, c'est 700 millions de transactions en ligne dans l'année. C'est un panier moyen de 81 €. Donc le panier moyen, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires divisé par le nombre d'achats. Alors en fonction des secteurs, il est plus ou moins important, mais le panier moyen général rapporté au nombre d'acheteurs, c'est 81 €. C'est 400 millions de colis. On verra ensemble que le rôle de la logistique dans le e-commerce, c'est un rôle qui est prédominant, qui est vraiment très très important. Vous ne pouvez pas travailler sur un business model ou réaliser une étude marketing pour un site de e-commerce sans inclure la logistique et tout ce qui va avec. Et enfin, en termes de chiffre d'affaires, c'est 56,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, il faut savoir que la France est au 6e rang mondial du commerce en ligne et que 90% des boutiques, des sites de e-commerce possèdent déjà une boutique en ligne. Et c'est là finalement qu'on fait une boutique réelle, une boutique physique. Et finalement, le site de e-commerce n'est qu'un complément de la boutique physique. Donc quand même 90% possèdent une boutique physique. C'est pour ça que méfiez-vous lorsqu'on vous dit écoutez, on va partir 100% web sur le e-commerce, le coût du référencement est très très élevé. Donc les secteurs qui gagnent, on vous a fait apparaître un petit tableau. Le premier secteur du e-commerce en pourcentage, c'est le tourisme. C'est 32% du marché du e-commerce repose sur le tourisme, ça représente 18 milliards
d'euros hein, en 2015. Le deuxième secteur, c'est l'habillement, chaussures, textiles de maison, hein, on est aux alentours de 10%. 7% pour l'équipement de maison. Donc on pourrait avoir tendance à se dire, ben voilà, l'équipement de maison, l'électroménager, il y a beaucoup de choses qui s'achètent en ligne. En fait, ça représente 7%. Alors on voit que 32% c'est le tourisme parce qu'aujourd'hui, ben, vous prenez des sites comme Opodo ou SNCF. En fait, ce sont des sites ou Airbnb par exemple, hein, ce sont des sites qui génèrent un nombre de visiteurs juste incroyable. On parle vraiment de tourisme, hein. Les agences de voyage physiques, ben, il y en a de moins en moins aujourd'hui, hein. La commande d'un voyage sur Internet, c'est assez séduisant, hein. On a des vrais catalogues qui sont complètement actifs et en ligne, donc ça prend une grande part du marché. Lorsqu'on continue, un acteur très très important, c'est le drive avec la grande consommation. Hein, vous avez vu fleurir des drives autour de vous hein, sur le principe du click and collect. Je commande en ligne mes courses au supermarché et lorsque je passe devant le guichet avec ma voiture, eh bien voilà, je charge mes courses directement dans la voiture. Je ne suis pas rentré dans le magasin. Donc ça, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Enfin, les produits culturels, hein, c'est une grande part, hein, 5%, hein, produits culturels, donc les livres. Donc là où on a vraiment commencé à parler de e-commerce, en fait, c'était à Amazon, avec Amazon tout au début, parce que Amazon a été le premier à faire de la vente de livres en ligne avec une volumétrie très très importante. Hein. C'est la première librairie du monde. Et on continue à vendre beaucoup de produits culturels dématérialisés. Ensuite, on va retrouver les meubles, la décoration, le bricolage, jeux, jouets, et puis enfin hygiène, beauté, qui arrive en dernière position avec 1%. Mais avec des possibilités de croissance parce que on verra que sur les modes cross-canal, omnicanal, eh bien on va utiliser par exemple le m-commerce, hein, donc c'est la transposition du e-commerce mais pour le mobile, et on a des logiciels de réalité augmentée qui vont pouvoir permettre de transposer notamment les produits de beauté et faire des tests en magasin à partir du téléphone portable, hein, sur des palettes, hein, une couleur pour les cheveux par exemple, eh bien, une coloration, on va pouvoir prendre la boîte du produit et vérifier la coloration. Mais là, on est toujours dans le e-commerce parce que, in fine, on va commander sur un site en ligne. Donc, voilà les secteurs qui gagnent. Alors, les fondamentaux d'une boutique en ligne. Pour que votre boutique en ligne fonctionne et pour qu'une boutique fonctionne, en général, une boutique en ligne, elle doit répondre à certaines règles. La première, c'est d'inspirer la confiance de l'acheteur et de respecter la réglementation. Parce que aujourd'hui, le web, vous pouvez avoir plein de boutiques, hein, c'est très facile d'ouvrir une boutique en ligne, mais il est beaucoup plus difficile de vendre un produit. Pourquoi? Parce que le client, l'internaute, doit se sentir en confiance. Donc on verra ensemble qu'il y a certains codes qui vont lui permettre de se sentir immédiatement en confiance, et ces codes, ce sont des codes impératifs pour une boutique. Respecter la réglementation, avoir fait une déclaration au niveau de la CNIL, respecter la réglementation, ça peut paraître simple comme ça, mais lorsque vous avez une boutique de e-commerce, vous allez vite vous rendre compte que la réglementation, elle est quand même assez bien faite, assez ardue. Je prends l'exemple de fiches produits. Lorsque vous allez vendre un produit, peut-être que tout le monde vend le produit, mais vous allez être obligé d'utiliser la photo du fabricant, d'utiliser la fiche technique du fabricant, mais en revanche, la description du produit, eh bien, il y a une notion de droit, de propriété. Donc, de propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas aller copier-coller la description d'un produit sur un site et la mettre sur le vôtre parce qu'il appartient au site qui l'a réalisé. Donc, il va falloir aussi raconter une histoire sur ce produit. Donc ça va être le rôle de la partie marketing, hein, créer de la valeur. Et c'est un rôle qui est non négligeable parce que lorsqu'une description est bien faite, eh bien, elle va améliorer votre référencement sur la fiche produit. Hein, parce que si la fiche produit est simplement copier-coller d'un autre vendeur, ça ne fera pas forcément monter votre produit. Appliquer les codes de base de l'ergonomie des sites web marchands. Alors qu'est-ce que c'est que ces codes de base? On a ce qu'on appelle en fait
au final, les codes qui valent et qui ont toujours fonctionné pour la communication, hein, vous avez peut-être entendu parler de lecture en Z, hein, le fameux Z de Zorro. Eh bien, le Z de Zorro, il existe sur votre écran, tout simplement parce que lorsque vous allez regarder votre écran, vous allez commencer instinctivement, inconsciemment, à regarder en haut à gauche. Et en haut à gauche, vous allez trouver le logo de la marque, le nom du site tout simplement qui va se retrouver en haut à gauche. Et puis vous allez déplacer votre vue tout au long de l'écran pour arriver au bout à droite. Et là, en déplaçant votre vue, eh bien, vous allez voir apparaître les différentes catégories de produits, mais vous allez voir apparaître des indices qui vont être là pour gagner votre confiance. Ça va être le numéro de téléphone, le point de contact, le niveau de garantie. Et ça va se terminer par le panier qui va être en haut à droite. Ensuite, vous allez descendre votre vue, fameux Z, et vous allez arriver au milieu de votre site web, et vous allez arrêter votre œil. Et en général, votre œil, vous allez l'arrêter au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc c'est une ligne qui est invisible pour l'utilisateur, mais qui est bien réelle. Lorsque vous cliquez sur un site, le site s'affiche et quel que soit l'écran, vous allez avoir un affichage du site sur votre écran 16/9 ou sur votre écran de téléphone portable. Et l'essentiel de l'information et les produits essentiels que vous voulez mettre en avant vont se retrouver dans cet écran. À partir du moment où vous allez utiliser la souris pour descendre, vous allez faire ce qu'on appelle un scroll, vous allez descendre, eh bien vous allez franchir la ligne de flottaison, c'est-à-dire que votre ligne imperceptible, eh bien c'était la première image en affichage. Et si vous décidez de mettre un produit en avant, mais que vous le mettez un peu trop bas dans votre page en affichage, il va se retrouver en dessous de la ligne de flottaison. Eh bien c'est comme en commerce réel, c'est-à-dire dans le commerce physique, eh bien vous avez un produit que vous voulez vendre, et au lieu de le mettre en tête de gondole, vous le mettez en bas. Eh bien, il ne se vendra pas. Pourquoi? Parce que le client ne va pas se donner la peine d'aller regarder. Et par contre, s'il est en tête de gondole, il va le voir tout de suite. Donc, vous voyez, ces codes, cette ergonomie pour les sites marchands, eh bien, il y a certains fondamentaux qui doivent être respectés. Dans les fondamentaux, un des fondamentaux qui concerne la transformation, c'est le tunnel d'achat. Quand vous décidez d'acheter un produit, eh bien, vous allez mettre ce produit au panier, puis vous allez avoir un certain nombre d'opérations à faire avant de valider définitivement votre vente. Eh bien, ces opérations, elles sont décrites dans ce qu'on appelle un tunnel d'achat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de mettre le produit au panier, qu'est-ce que vous allez devoir faire après? Est-ce que vous avez déjà pré-rempli votre fiche d'inscription ou non? Est-ce que vous la pré-remplissez après? Est-ce que vous allez choisir vos modes de livraison en une fois, en 2 clics, sur une page, sur plusieurs pages? Est-ce que votre option de paiement, est-ce que vous avez une carte qui est préenregistrée sur le site ou est-ce que vous allez utiliser un moyen de paiement qui va vous demander d'entrer à nouveau vos éléments de paiement? Et en fait, tout ça, ça constitue le tunnel d'achat. Et plus le tunnel d'achat est long, et plus votre transformation risque d'être faible. C'est-à-dire votre niveau de conversion. C'est-à-dire que les gens qui vont réellement acheter le produit sur votre site. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le one click, il y a le pay one click. Vous avez des sites comme Amazon qui vont conserver vos données bancaires et qui vont vous permettre sur des produits de réaliser de l'achat en un clic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez le produit, vous cliquez dessus, un clic. L'achat en un clic, ça veut dire que par défaut, il est livré chez vous et que par défaut, vous avez défini un moyen de paiement. Eh bien, cet achat en un clic, il permet d'augmenter de manière très très importante le taux de conversion. Maîtriser la logistique. Alors, maîtriser la logistique, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le e-commerce, on se concentre beaucoup sur le produit et on a raison. C'est-à-dire que le produit, c'est très très important. On peut avoir le plus beau site du monde. Si on n'a pas le bon produit, au bon moment, au bon prix, on ne le vendra pas. D'ailleurs, en parlant d'ergonomie, vous verrez que Amazon, ce n'est pas un des plus beaux sites que vous puissiez voir. Pourtant, c'est le site qui vend le plus. Eh bien, au-delà de l'ergonomie et de la typologie de produit, il y a la maîtrise de la logistique. Parce que la logistique, c'est un des points les plus complexes en termes de e-commerce. Quand vous êtes un jeune commerçant, vous allez utiliser des moyens de livraison, des options de livraison,
qui vont vous coûter relativement cher. Or, vous allez vous confronter à des pure players ou à des grands sites marchands qui vont offrir la livraison, c'est-à-dire qui ont une volumétrie qui est suffisamment importante pour intégrer le coût de la livraison dans la marge. Donc quand vous allez vouloir vous aligner par rapport aux concurrents, vous allez dire j'offre la livraison. Sauf que la livraison, vous l'aurez payé plus cher qu'eux, parce qu'eux, ils ont une grosse volumétrie de produits. Et puis ensuite, ce coût de livraison va être déduit de votre marge. Et comme là aussi, ils ont une grosse volumétrie de produits, ils ont déjà une marge plus importante que vous avez une marge faible, au final, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, cette maîtrise de la logistique est très très importante. Alors aujourd'hui, vous avez différents types de logistique en e-commerce. Vous avez le service sur stock, c'est-à-dire que vous avez un produit, le produit est déjà chez vous, eh bien vous allez le prendre, vous allez le mettre dans un paquet, ou un magasinier va le prendre, va le mettre dans un paquet, va l'expédier au client par un mode de livraison traditionnel, de la poste, du DHL, du service de messagerie. Donc ça, on va dire que c'est le service sur stock. Vous avez un autre mode de livraison qui est très très utilisé en e-commerce, c'est ce qu'on appelle le dropshipment. Donc le dropshipment, en fait, c'est simple. Vous vendez un produit, mais ce produit n'est pas chez vous et il est directement chez votre fournisseur et c'est le fournisseur qui va l'expédier pour vous à vos couleurs. Donc au final, le client, il sait que ça a été envoyé par vous, c'est bien le cas, mais ce n'est pas vous qui avez réalisé cette opération physique. Alors un des avantages du dropshipment, c'est que vous allez économiser sur les coûts de logistique pour faire venir le produit dans votre dépôt et le réexpédier. Le troisième mode de livraison, c'est ce qu'on appelle le cross-docking, c'est-à-dire que vous mettez un produit en vente, sauf que ce produit n'est pas chez vous, vous allez devoir le faire venir d'abord chez vous, donc vous allez payer les frais de port pour le faire venir chez vous, et ensuite vous allez l'envoyer au client. Donc ces trois modes logistiques peuvent paraître très très simples comme ça. Maintenant, mettez-vous à la place du e-commerçant qui doit gérer trois modes logistiques et qui a un client qui va faire ce qu'on appelle un panier multiple, qui va commander trois produits sans le savoir, parce que ce n'est pas son problème, il est juste client, il commande sur le site de e-commerce, il va commander trois produits et ces trois produits ont trois modes logistiques différents. Eh bien, le e-commerçant, il ne va pas pouvoir lui faire payer trois fois les frais de port. Donc il va faire un système de calcul de frais de port et il va lui faire payer une seule fois les frais de port, voire même les intégrer dans le coût d'un des produits. Donc le calcul de marge, le calcul de rentabilité est très très important. Pourquoi? Parce que rapidement, si le client, vous lui avez promis de livrer ces trois produits en moins de 5 jours et qu'un des produits que vous deviez faire venir par le fournisseur est en rupture de stock, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous gardez les produits 15 jours en lui disant, écoutez, on vous enverra le tout dans 15 jours parce que ça nous coûte moins cher? Ou est-ce que vous allez faire partir deux produits et le dernier produit dès que vous l'aurez reçu? En général, aujourd'hui, on va faire partir deux produits et le dernier produit en finale. Mais vous allez repayer un nouveau coût d'expédition. Donc, vous voyez, la maîtrise de la logistique, elle est capitale. Donc, il n'y aura pas de bonne étude marketing, il n'y aura pas de bon business plan sans une maîtrise parfaite de la logistique et une intégration des coûts logistiques à votre business model. Enfin, dans les fondamentaux, la visibilité. Vous avez un magasin, c'est extraordinaire, vous avez une belle boutique en ligne, elle est très très jolie, mais si cette boutique n'est pas visible du consommateur, eh bien vous ne vendrez pas de produits. Donc on en revient au code du commerce traditionnel, vous avez une très très belle boutique, mais si elle n'est pas dans la rue piétonne, marchande, mais perdue dans une rue seule, eh bien il n'y aura pas de passage, il n'y aura pas de vente. Eh bien pour le e-commerce, c'est la même chose, sauf que cette visibilité, eh bien elle est onéreuse, elle s'achète, et souvent à des coûts très très élevés. C'est-à-dire qu'il va falloir mener des études très pointues, car les coûts de référencement, notamment de Google AdWords sur les produits, peuvent très très rapidement s'avérer très très élevés dans le business plan, dans le business model. Donc vous n'allez pas pouvoir absorber vos coûts de fonctionnement. Donc il reste quand même des parades, c'est-à-dire que dans les parades, vous avez les places de marché, c'est-à-dire que si vos produits, ça vous coûte trop cher d'être visible, eh bien vous pouvez les conserver sur votre boutique et augmenter la visibilité en les mettant sur une place de marché style Amazon, rue du Commerce ou la Fnac. En revanche, sachez qu'à chaque fois que vous allez les mettre sur la place de marché, ce que vous allez perdre, ce que vous allez gagner
en termes d'accession à la visibilité, en termes de coût de référencement, vous allez le perdre en termes de coût de service de place de marché, parce qu'on va vous demander entre 10 et 20% du prix du produit. Donc, voyez, ça c'est quand même très difficile, hein, la visibilité. Un des conseils sur le e-commerce, c'est que cette visibilité, c'est votre notoriété en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des boutiques qui sont, je vous ai parlé en introduction, je vous ai dit que 90% des sites marchands possédaient une boutique réelle, physique, et en fait, la boutique en ligne n'est que la continuité de cette boutique, physique. Donc ça aussi, c'est un moyen d'obtenir la visibilité. Par contre, obtenir la visibilité, vous pourrez obtenir de la visibilité en augmentant, en faisant des systèmes d'affiliation ou en faisant des partenariats avec d'autres sites ou avec des fournisseurs de biens et services. Ça peut être un moyen d'augmenter la visibilité. En fait, sixième règle fondamentale d'une boutique en ligne, c'est d'avoir le bon produit au bon moment. C'est-à-dire que si vous arrivez trop tôt avec un produit, eh bien vous ne le vendrez pas. Si vous arrivez trop tard, eh bien il a déjà été vendu et vous arrivez en queue de marché, donc vous n'avez plus la possibilité d'assurer de la performance. Donc tout ça pour dire que la temporalité joue un rôle très très important. Le produit, son positionnement en termes de prix, ainsi que la temporalité. En conclusion, eh bien, le e-commerce connaît une croissance à deux chiffres depuis plus de 10 ans, pardon. Mais on se rend compte que préparer une stratégie marketing, ça passe nécessairement par la connaissance de ce marché complexe, particulièrement dans le retail. Au final, le e-commerce, ce n'est qu'un outil de vente, c'est un outil supplémentaire, ça va devenir le premier outil de vente, mais ça reste un outil. Le plus important, c'est le produit et la manière dont vous allez mettre le produit en avant. Je vous remercie de votre attention. Le cours est maintenant terminé. Je vous dis peut-être à une prochaine fois.